bien, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast de l'Association des membres HCFR. Et nous allons parler aujourd'hui avec notre invité Sébastien Gaëton de Storm Audio. Storm Audio, qui est une marque française. Et je vais passer tout de suite la parole à Sébastien pour qu'il se présente ses fonctions chez Storm Audio. Et après, on fera la présentation des personnes qui sont là au titre de l'association des membres HCFR. Sébastien, je te passe la parole à toi. Oui, bonjour, donc Sébastien Gaëton. Je suis directeur produit et support en fait chez Storm Audio. En l'occurrence, c'est un rôle qui est assez transverse entre le marketing et le développement, c'est-à-dire toute la partie définition du portefeuille produit, des produits, l'analyse des technologies qu'on va intégrer, et à la fin de tout ça, la partie support, c'est-à-dire l'interface avec le client. Donc ça va de la formation jusqu'au support des produits en eux-mêmes. Alors bien sûr, je ne travaille pas tout seul, on a une équipe. Merci Audio Technologies aujourd'hui étant à peu près une vingtaine de personnes au niveau monde. Voilà. Sachant que Storm Audio est un partenaire privilégié de la société Dirac, et que c'est ce qui va nous amener aujourd'hui donc à parler du Dirac et plus particulièrement du Dirac Art, que vous êtes aujourd'hui, et à ma connaissance, la seule marque et seule entreprise à mettre déjà en œuvre, on va dire un petit peu en tant que précurseur. Voilà. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Alors Voilà, j'explique un et peu plus en détail. bien sûr. Et tout à l'heure, donc, on verra en complément les nouveautés que vous présentez. Donc, sachant qu'au titre de l'association des membres HCFR, nous sommes ce soir 4 à être présents. Donc, on va commencer par Patrick. Patrick, je t'en prie, à toi l'honneur. Alors bonjour, voilà, moi je suis Patrick, Beaupas sur le forum. Je suis administrateur délégué et trésorier adjoint de l'association des membres HCFR. Voilà. Merci Patrick. Jeff, Jaco. Et oui, moi, Jeff Jacot, donc je suis secrétaire général de l'association des membres HCFR. Très content d'être là ce soir. Et puis Dominique. Dominique Bonjour, Domine. bonjour Dominique, effectivement, Domine sur le forum, administrateur suppléant de l'association des membres HCFR et administrateur de la section HC du forum. J'ai déjà eu l'occasion de tester deux préamplis Storm. Donc voilà. Merci Dominique. Nicolas DTS-Man. Oui, bonsoir Nicolas, membre de HCFR. Et puis, comme Dominique, j'ai eu l'occasion aussi de tester de nombreux matériels, dont des préamplis Storm. Donc, très content aussi de participer à ce podcast. Merci Nicolas. Et moi-même, donc Hugo S. J'ai le très grand honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Voilà, ceci étant dit, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et Sébastien, de Flore et Ziorose. Ok, alors donc je vais présenter un petit peu tout le panel au niveau de Dirac, donc ce que Storm Audio et Dirac apportent aujourd'hui avec nos processeurs. Donc, hop, c'est parti. Donc on a déjà un petit peu fait l'introduction. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder un petit peu en détail tout ce qui concerne Dirac pour nous emmener jusqu'au Art. Donc un certain chemin, en effet. On va parler à la fin aussi du lancement d'un nouveau produit sur le mois de mars, qui s'appelle l'ISP Evo. Et enfin, nous avons sorti le 8 mars, en fait, un nouveau logiciel, qui est la version 4.4 R1, donc je vais aussi en parler un petit peu. Pour parler de Dirac et de ce qu'est le ART, donc le Active Room Treatment, l'idée c'est de parcourir un peu ce chemin. Et c'est très intéressant de pouvoir faire pas mal de jeux de mots avec le art, mais en l'occurrence, c'est du grand art.
Quand on parle de reproduction sonore, il y a pas mal d'objectifs au niveau performance. Donc, ça me paraît fondamental qu'on va dire, fixe les bases. Dans toute reproduction, alors le focus est un peu plus au cinéma, mais dans toute reproduction, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait en premier une parfaite articulation, une clarté des dialogues, que la localisation du son soit précise, que les mouvements soient le plus fluides possible. Donc, quand on a plusieurs enceintes, si on a des mouvements d'objets, par exemple, qui vont bouger d'enceinte de la gauche vers la droite en passant par le devant, il faut que ce soit le plus linéaire possible au niveau des transitions. Que l'effet d'immersion et d'enveloppement soit vraiment le plus, là aussi, plus fluide possible, avec, et c'est important en termes de fidélité, un équilibre des timbres. Donc, en l'occurrence, un des inconvénients parfois dans le home cinéma, c'est de ne pas avoir des enceintes identiques. Il est clairement important de s'assurer que malgré tout, les timbres soient homogènes pour avoir une reproduction qui là aussi apporte un enveloppement idéal. Et pas de changement de timbre quand on passe d'une enceinte à une autre. Si un objet passe d'une enceinte à un moment donné, à passer de la front left et vous passez à la surround, si vous avez un objet qui passe comme ça, si c'est détimbré, vous allez tout de suite l'entendre et ça ne va pas être agréable. Donc ça fait partie des objectifs que l'on a dans la reproduction sonore. La pleine dynamique, donc quand on parle de home cinéma, on a comme critère le cinéma. Le cinéma, en gros, il faut pouvoir, dans la pleine dynamique au niveau des enceintes, pouvoir atteindre 105 dB de pression acoustique et jusqu'à 115 au niveau des caissons, ce qui est relativement important. En Et pointe. donc, la dynamique est importante au niveau cinéma. Alors, dans le home cinéma, c'est pas, les mêmes attentes ne sont pas là, mais pour autant, des salles de qualité, on va chercher cet objectif-là. La transparence sonore, là, très clairement, dans la définition de la bande-son qu'on va jouer, on va vouloir pouvoir entendre à la fois les sons les plus élevés, mais aussi tous les micro-détails, toutes les petites informations. Et donc, la notion de transparence, c'est vraiment cette idée, on n'a pas de voile, on entend tous les petits détails et tout fourmille d'informations. Fondamental, le grave. Dans une reproduction sonore, dans une salle, on va espérer avoir un grave qui soit le mieux possible, le plus impactant possible au niveau de tous les sièges. Large couverture sonore, donc en l'occurrence, vous allez avoir plusieurs enceintes. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans la reproduction et que quand on a plusieurs sièges, plusieurs places dans une salle, que chacun puisse bénéficier du même rendu, idéalement le même rendu. Alors c'est compliqué de le faire, mais ça reste un objectif. Et enfin, là c'est un petit peu, on va dire, en dehors du champ de la reproduction elle-même, mais pour pouvoir atteindre la pleine dynamique, il est important que la salle ait un niveau de bruit le plus faible possible et que, en gros, on ait une isolation phonique dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on soit protégé dans la salle, mais aussi qu'on ne va pas perturber l'extérieur. Ça, c'est les objectifs sonores qu'on cherche absolument quand on réalise une salle de home cinéma, alors une salle d'écoute en tout cas. On va avoir ces critères en tête. Et pour les réaliser, ces critères, pour les atteindre, on va devoir mettre en œuvre énormément de choses, dont un élément qui est, au final, la calibration, c'est-à-dire vraiment le réglage de la reproduction sonore en fonction des attentes. Quand on parle de reproduction sonore, forcément, on va parler d'enceintes. Les enceintes, elles sont toutes développées, on va dire, dans un mode de fonctionnement en champ libre ou dans des mesures en chambre anéchoïque. Donc, on a la réponse de l'enceinte, comme si elle était à l'extérieur et qu'elle n'était pas du tout perturbée par un environnement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si vous la mettez par exemple dehors, vous allez avoir vraiment que le son direct. C'est ce qu'on attend quand on développe une enceinte, c'est ce qu'on va mesurer. À partir du moment où l'enceinte elle est positionnée dans une salle, on va rencontrer les murs, on va avoir des problèmes avec l'ameublement, les fenêtres, tout ça, ça va générer un certain nombre de réflexions et de fait des perturbations. Donc, dès lors qu'on est dans une pièce, et encore plus dans des pièces, on va dire, domestiques, où en gros, le maximum en termes de longueur va être dans les 10, maximum 20 mètres quand on a vraiment une très grosse salle, on va avoir plein de phénomènes qui vont intervenir. On va avoir donc la notion de son direct, donc c'est ce qui vraiment provient de l'enceinte, et puis les sons réfléchis. Donc les murs vont réfléchir les sons. Tous ces sons vont en fait interférer entre eux, et entre le point de production et le point d'écoute, on va avoir non plus le son direct seul, mais une combinaison du son direct et des sons réverbérés, des sons réfléchis. Et ça dénature complètement la reproduction sonore. En l'occurrence, vous allez avoir des interférences, vous allez avoir donc
au niveau du grave, ça va être l'excitation des modes. Donc, dans la pièce, vous allez avoir des zones où le grave va être très fort, d'autres zones où le grave sera éventuellement carrément absent. Et donc, ça fait partie des problématiques de la reproduction sonore. Et ça, c'est lié tout simplement à l'intégration dans la pièce. On a d'autres points qui jouent aussi en termes de ce qu'on va dire de dénaturation. Donc, en l'occurrence, l'enceinte elle-même, en fonction de sa conception, peut être plus ou moins bien faite. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir aussi une distorsion au niveau de temps, qui fait qu'un son, le son, une fois passé dans l'enceinte, peut avoir des mini-déphasages entre les différentes notes, les différentes octaves, et qui font qu'on va perturber la sensation d'image sonore, la stabilité d'image sonore. La position d'un instrument va être beaucoup plus floue dans l'espace. Donc tous ces éléments-là, un grave qui peut être boomy, irrégulier dans la pièce, coloration des timbres parce que forte réverbération, nature de l'enceinte, résultat, un manque de clarté d'image sonore et un manque d'impact dans le grave. Donc là, c'est la problématique de la reproduction sonore, je dirais, dans une pièce. Alors il y a pas mal de solutions qui sont mises en place quand on fait le développement d'une salle de home cinéma ou d'une salle d'écoute. On va essayer de travailler en amont, c'est-à-dire quand on va définir la salle, on va essayer de comprendre quels sont d'abord ces modes. Les modes, c'est lié à la physique. Dès lors que vous avez une pièce d'une certaine dimension, vous pouvez caractériser comment elle va se comporter en fréquence. C'est-à-dire, y a-t-il des fréquences où il y a des résonances, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse modale. C'est une analyse qui peut être plus ou moins complexe. Il y a des outils qui permettent de le faire, mais on peut l'utiliser en tout cas pour à la fois optimiser le positionnement des sièges, puisque physiquement, les modes sont là. Et s'il y a une zone qui est morte, vous aurez possibilité d'améliorer, mais idéalement, il faut éviter de positionner un siège dans ces endroits-là. Et ça permet aussi, du coup, d'analyser où on peut mettre les caissons de grave. Donc ça, c'est important. Et je dis les caissons, parce que dans la solution pour optimiser la reproduction sonore dans la pièce, et ce qui pose le plus problème dans la reproduction sonore au niveau des pièces de nos tailles, les tailles domestiques, c'est vraiment essentiellement le grave. À partir du moment où on dépasse en gros les alentours de 300-500 Hz, la fréquence de transition de Schroeder, en fait, ce qui est au-dessus, je dirais, est moins problématique et beaucoup plus, se caractérise de manière différente. On n'est plus dans le modal. Alors qu'en dessous, on est dans le modal et on peut gérer ça plus facilement avec le fait d'avoir plusieurs caissons de grave qu'on va positionner d'une certaine manière et sur lequel on va pouvoir jouer, alors que ce soit au niveau de leur phase, de leur niveau, etc., ce qui va nous permettre on va dire, de déplacer les modes ou de les atténuer. Donc là, on va minimiser du coup la variation de grave de pièces de siège à siège. Autre solution, ça va être le traitement acoustique, et ça, c'est une des fondamentales. On ne peut pas, une pièce brute va forcément avoir, en fonction des murs, avoir une réflexion relativement élevée. Donc, il est important de travailler sur la gestion de ces réflexions. Donc, on va utiliser différents types de matériaux, absorbants, diffusants, des notions aussi d'absorption vraiment localisées, donc centrées sur certaines fréquences. Donc, ça, c'est plutôt lié aux basses fréquences. En l'occurrence, par exemple, on parle de bass trap ou des résonateurs d'Helmholtz. Donc là, on va travailler, en utilisant ces systèmes-là, on va travailler sur une optimisation du temps de réverbération. C'est-à-dire qu'on va chercher à contrôler en combien de temps le signal s'atténue dans le temps. Et ça, c'est vraiment une des fondamentales de la qualité de la reproduction sonore. Et enfin, dans les solutions, bien entendu, arrive la calibration. Maintenant, la calibration, elle arrive vraiment en fin de tout ça. Il est hors de question d'envisager de faire une calibration si on n'a pas déjà réfléchi je dirais, à un minimum les points qui sont cités avant. Ça, c'est la reproduction sonore dans la réalité et les solutions qu'on doit apporter. Alors, au niveau de la calibration, nous, historiquement, on travaille avec Dirac depuis que Storm Audio, en fait, existe. On a commencé à collaborer avec eux maintenant dans les années 2015, 16 à peu près, dans ces années-là. Donc, c'était la fin de la version 1 de l'outil qui avait été lancée. Maintenant, la société est relativement beaucoup plus ancienne, on va dire. Elle a été fondée en 2001, basée sur de la recherche. Ce sont des chercheurs de l'université d'Uppsala qui ont fondé la société en Suède. Aujourd'hui, ils développent énormément de technologies qu'ils licencient, que ce soit dans l'automobile ou on va dire dans le domestique. Donc, ils vont à la fois vendre des algorithmes pour l'automobile, mais aussi des logiciels pour améliorer la reproduction sonore. Société globalisée, aujourd'hui, le siège est en Suède, nous allons avoir des bureaux un peu partout, Copenhague, Bangalore, 110 employés, essentiellement des chercheurs, et puis une représentation mondiale avec environ 17 brevets dans leur portefeuille. Alors,
je parle un peu de Dirac dans ce sens. C'est important qu'il y ait, je dirais, une compréhension un petit peu de l'historique de la société, d'où elle vient. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'en fait, une grosse partie de la recherche, elle est issue, ou on va dire ce qu'on va voir aujourd'hui, a été développée depuis maintenant plus de 10 ans dans l'automobile. La philosophie de Dirac, c'est d'analyser les propriétés acoustiques d'une salle d'écoute, d'optimiser au maximum, on va dire, de réduire au maximum l'impact de la salle dans la reproduction, et enfin, lorsque c'est nécessaire, d'améliorer les performances globales du haut-parleur. Jusque-là, et aujourd'hui l'offre se complète, on a maintenant trois grades dans la disponibilité de solutions chez Dirac. On a ce qu'on appelle l'original Dirac Live Room Correction, donc qui était en version 1.x et 2.x. Donc c'est, on va dire, ce qui existait avant 2020, c'est ça, exactement. Le Bass Control, donc, qui est sorti en 2020, donc c'est la version 3.x. Et enfin, ce qui sort donc cette année, qui est qualifié de Active Room Treatment. Storm Audio. Le fameux ART dont voilà, on le parlait tout à fameux l'heure. ART. Donc Storm Audio, on a en effet avec Dirac une histoire assez maintenant assez lointaine, assez vieille, dans le sens où en fait on a collaboré très étroitement au lancement de la version 2. Faut savoir qu'en fait la version 1 initialement reposait sur un protocole de contrôle qui était parfois en USB, parfois en réseau, mais qui n'était pas super robuste. On a travaillé avec eux sur l'intégration de leur toute nouvelle version qui a été lancée dans le 2.x avec en l'occurrence la nouvelle interface. Et à travers ça, on a fait aussi donc une des implémentations de leur filtre, de ce qu'ils appellent mixed phase, la plus fine possible, et avec le plus grand nombre. Donc on a 3000 points de couverture, de correction, en fait, au niveau de la définition du filtre, ce qui est extrêmement large. Et nécessaire si on veut faire de la correction fine dans le grave. Il faut être conscient que quand on travaille sur ce type de filtre, il faut plus de points dans les basses fréquences. Donc voilà, au niveau de nos technologies, pourquoi est-ce qu'on est à même de pouvoir travailler aussi étroitement avec Dirac? C'est parce qu'on a, dans notre plateforme, fait en sorte que technologiquement, on a suffisamment de puissance disponible. En l'occurrence, on a en tout aujourd'hui, dans un ISP Elite par exemple, on a jusqu'à 5 DSP, dont 2 qui sont dédiés spécifiquement à Dirac. Donc, ce qui est relativement important. Et ce qui nous permet, grâce à notre expertise en traitement de signal, de collaborer avec eux et d'être rapide dans nos implémentations. On va parler un petit peu d'histoire pour bien comprendre pourquoi ART et d'où on vient, sachant qu'en fait, ART repose sur l'historique. ART n'est pas une toute nouvelle technologie, ça exploite entre autres ce qui a été fait avant, mais l'améliore sur des points que vous allez comprendre plus tard. Avant l'intégration, on va dire, avant de faire une calibration de pièces, si on mesure la réponse de toutes les enceintes qu'on a en plusieurs points dans la pièce, on va obtenir une réponse en fréquence, comme on la voit sur la droite de votre image. En l'occurrence, vous allez avoir une réponse très irrégulière en moyenne et une forte variation, très particulièrement dans les basses fréquences. Et si on regarde la réponse impulsionnelle, donc là on est en réponse en fréquentielle. Ici, on est en réponse temporelle, c'est-à-dire que vous allez avoir une impulsion qui est envoyée sur une enceinte, par exemple, et on va voir, à la mesure, on va voir comment en fait ce signal s'atténue, enfin en tout cas est diffusé dans le temps. Donc ce qu'on attend idéalement, c'est que l'impulsion, elle soit directe et s'éteigne instantanément. Or, dès lors qu'on va avoir une enceinte dans une pièce, du fait des caractéristiques de la salle, de la qualité plus ou moins bonne de la pièce, etc., on va voir qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il y a des réflexions proches, etc., qui viennent perturber le signal. Donc, comme on l'a dit au début, réduction de la clarté, une perte de détail, de la distorsion de la scène sonore, des basses molles ou trop fortes, donc des vrais problèmes à l'écoute. Les raisons de cela, c'est, on l'a vu, résonance de la pièce, création d'ondes stationnaires, en fonction des distances des murs, on va avoir des fréquences qui font qu'une onde ne s'atténuera jamais. Elle va donc être en résonance et va être vraiment perturbatrice dans la reproduction sonore. Ça concerne bien évidemment essentiellement les basses fréquences et c'est ce qu'on voit en petit 1 là, avec des endroits où on a des énormes trous qui correspondent au mode de la pièce et d'autres endroits qui sont plutôt des pics là où on va avoir plutôt des résonances. Et dans la zone de transition ici, au niveau des caissons, aussi une très mauvaise gestion. Et là, on est dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'endroit neutre en fait.
les deuxièmes choses qu'on va, les deux explications à ces problématiques, la deuxième, ça va être en effet quelque chose qu'on identifie plutôt sur la réponse impulsionnelle. On va avoir donc on peut avoir un mauvais alignement au niveau des haut-parleurs, donc ça concerne les moyennes hautes fréquences. Donc là, ça touche direct le son vraiment direct. Et puis enfin, on va avoir les premières réflexions qui vont venir perturber le signal direct. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc là, ce sont les réflexions initiales. Ça peut être aussi lié à des diffractions de coffret ou si vous êtes derrière un écran, il peut y avoir aussi des perturbations liées à la toile acoustique, etc. Donc tous ces éléments font que ça va dégrader la réponse du signal. Avec le Dirac Live Room Correction, donc la première version de l'outil, on va travailler sur le contrôle de la réponse en amplitude-fréquence. Donc, on va pouvoir vraiment linéariser, donc selon une courbe cible, la réponse moyenne. On va retrouver une meilleure clarté et une meilleure précision dans le son. Tout simplement pourquoi? Parce que comme on le voit, le principe de Dirac, Dirac, c'est le nom d'une impulsion, en fait, un Dirac. Le principe est vraiment d'optimiser au maximum la réponse impulsionnelle. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait le maximum d'énergie sur le pic et l'atténuation la plus rapide possible. Et c'est ce qui va donner la caractéristique sonore de clarté, de précision et aussi d'alignement de toutes les fréquences à l'écoute. Donc vraiment une meilleure position. Donc les raisons à ça, c'est le principe de Dirac Live Room Correction repose sur ce qu'ils ont qualifié de filtre à phase mixte. Je ne vais pas rentrer dans la théorie de ça, parce que je ne suis pas non plus docteur en acoustique et en filtrage. Maintenant, c'est une combinaison de filtres qui vont permettre de travailler à la fois en amplitude, mais aussi, et c'est très important, dans un contrôle de la phase. Et là, on peut du coup optimiser au maximum la réponse impulsionnelle. Cependant, ce qu'on constate, c'est que sur toute cette partie-là, on va avoir une très grande fluctuation. Alors en fait, même sur tout le spectre, on s'aperçoit que, alors en bleu, là c'est des courbes où on avait mesuré, je crois, il y avait 24 points de mesure sur 3 enceintes, donc L, C et R. On constate, et puis deux caissons. On constate qu'en fait, en chaque enceinte, il y a vraiment une dispersion, alors principalement dans les hautes fréquences, mais ça c'est vraiment lié à la caractéristique un peu anarchique de la reproduction dans une pièce. Mais on a surtout ce problème dans les basses fréquences, où là on voit vraiment les modes. Donc on a beau avoir une réponse, je dirais, en moyenne, en amplitude, qui est vraiment bien sur le lieu d'écoute, sur le point précis d'écoute. Par contre, on reste quand même avec une fluctuation assez large en fonction du point de mesure. Cependant, on a quand même réussi à optimiser la réponse impulsionnelle. Donc, on a toujours un problème dans le grave avec le Dirac Live Room Correction seul. C'est pour ça que nous, à l'époque, quand on n'avait que ce système au niveau de Storm Audio, la préconisation, c'était d'abord, bien entendu, de faire tout un travail sur les basses fréquences avec les caissons, c'est-à-dire qu'on va aligner les caissons pour qu'on optimise au mieux la reproduction de siège à siège, vraiment avoir limité le nombre de variations. Une fois qu'on a réglé nos caissons, on les groupait et on lançait Dirac en présentant à Dirac, je dirais, le fait qu'il y ait un seul caisson, mais en fait, il était constitué de plusieurs dans la salle. Et ça permettait vraiment de garder les réglages dans les basses fréquences et d'optimiser au mieux, je dirais, la transition avec les enceintes. Alors, ça fonctionne plutôt bien, mais c'était assez laborieux pour atteindre une performance vraiment élevée. Et l'autre point, c'est que Dirac Live Room Correction ne nous permet pas en fait de gérer ce qu'on appelle la réponse spatiale, c'est-à-dire qu'en gros, comment le son se comporte dans le temps, et en fonction des problématiques de réflexion, d'interaction avec les objets. Dans la deuxième génération, Dirac a apporté ce qu'ils ont appelé le base control. Donc, on va, à partir de là, commencer à gérer plusieurs caissons de graves. Ce qu'on va constater en utilisant le base control, c'est qu'on va réellement contrôler précisément le grave dans la pièce. En l'occurrence, on voit que la variation des différents points de mesure, donc là, je peux vous parler de 24 points de mesure, on est tenu ici, on est en gros à plus ou moins 5 dB, ce qui est, voire même un peu moins, ce qui est vraiment bien meilleur que ici. C'est impressionnant. Et surtout, il y a certains modes qui ont complètement disparu, comme ici, on voit le contrôle est très bien fait. Pour autant, on a une très bonne reproduction très fluide, une bonne combinaison entre les caissons et les enceintes, et une réponse qui est vraiment mieux contrôlée. L'objectif étant, encore une fois, d'avoir vraiment une reproduction assez uniforme d'un siège à l'autre dans la pièce.
Pour ce faire, ils ont mis en place ce qu'on appelle des filtres passe-tout, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des filtres pour lesquels on peut définir à une certaine fréquence la phase qui nous intéresse, donc le déphasage qui nous intéresse. Donc, on va utiliser ces filtres pour recaler, en fait, pour plutôt décaler la réponse des caissons, des enceintes, etc., pour s'assurer qu'en fait, quand ils se recombinent dans le volume, dans le point d'écoute, la recombinaison soit la plus propre possible. Cependant, le base control, il était très bien, mais il est limité à des installations où forcément on a des questions de graves. Et puis, on n'a toujours pas en tête la notion de que fait-on des réverbérations. Donc, comment faisons-nous pour améliorer les autres points qui sont problématiques dans la reproduction sonore. Donc, pour pouvoir comprendre en fait ce sur quoi le Active Room Treatment, donc le ART, travaille, il faut qu'on intègre une nouvelle notion en termes de représentation du signal sonore, hein, qu'on va mesurer. Donc, on va voir, quand on regarde ici sur la courbe, le point haut donc à 0 secondes. Donc là, en fait, on rajoute ici la notion de temps. Et à 0, on va retrouver notre réponse moyenne. Et puis ensuite, on voit dans le temps comment le signal s'atténue. Donc, on constate, par exemple, qu'ici, très clairement, là, on est en dessous de 100 Hz. On voit très clairement que dans cette partie, on a un énorme traînage. C'est-à-dire que le grave met énormément de temps à s'atténuer. Et on a des endroits, donc là, on a clairement une résonance ici. On a clairement un problème avec un nœud. Et c'est le cas dans le temps, ça dure assez longtemps. Donc, ce type de courbe qu'on appelle le waterfall plot permet en fait de vraiment illustrer le temps de réverbération. Donc, c'est la mesure le fameux RT60. Donc, RT60 étant le reverberation time. Donc, on va mesurer combien de temps il faut pour que le signal s'atténue de 60 dB. Alors, dans une pièce plutôt domestique, on va plutôt parler de reflection decay time plutôt que de reverberation time. Donc, ça s'appelle aussi RDT. Et donc, ce que j'indiquais, c'est qu'on a une réponse moyenne dans une pièce qui est changeante, quand on a une pièce qui n'est pas optimisée. Et puis, on retrouve ici donc, le problème qu'on a décrit, qui était le problème de traînage, de mode, etc. Il est ici clairement représenté avec les basses fréquences qui durent longtemps. Donc, le grave est déconstruit et manque considérablement d'impact. Avec le système donc Dirac-Lav Room Correction, il a permis d'améliorer le contrôle donc dans la partie moyenne. Donc, si on reprend la courbe d'avant, hein, on se souvient, ici, on a tous nos accidents. Dès lors qu'on passe avec le Room Correction, donc ici, on représente une courbe qui est plate. Ce n'est pas forcément ce qui est souhaité, mais c'est la courbe cible qui avait été définie. On était parti d'un critère, on veut une courbe plate. Eh bien, on voit que le Dirac-Lav Room Correction apporte vraiment ce contrôle-là. Par contre, on voit que… Sébastien, juste, c'est parce que vous avez choisi cette courbe plate, mais on aurait pu choisir une autre courbe cible avec un profil tout à fait différent. Tout à fait différent, c'est ça. Là, c'est vraiment pour illustrer et bien différencier en fait ce qui est important de voir comme problème. Donc là, on est sur une courbe qui est la plus plate possible. Ce qu'on constate, c'est qu'on a donc le contrôle de la réponse en moyenne qui est là. L'alignement temporel phase, donc on ne le voit pas sur cette courbe, mais il était mesuré sur la réponse impulsionnelle. Maintenant, ça permet aussi de contrôler quand même une partie du temps de temps descente, donc le RDT, mais uniquement sur les signaux qui sont dans la même direction, c'est-à-dire ce qui est réfléchi est dans la même direction de l'enceinte. Tout ce qui est au-delà n'est pas contrôlé. Et c'est ce qu'on constate ici. Donc, on a toujours une grande variation d'un siège à l'autre. Hein, c'est ce qu'on avait indiqué avant et qu'on peut très clairement lire ici sur cette courbe. La présence des modes et des résonances de la pièce et clairement pas de contrôle du RT60, donc du temps de réverbération. Le bass control, lui, il a permis d'améliorer d'autres choses. Donc, si on se souvient de cette courbe et qu'on passe maintenant sur cette courbe-là, ce qu'on constate, c'est que déjà, la variation entre les sièges s'est fortement améliorée. En tout cas, jusqu'à un certain niveau. Les modes de pièces aussi sont améliorés, mais pas complètement. Donc, on a toujours des problèmes dans, je dirais, les longs temps de descente. Hein, c'est ce qu'on va constater ici. Là, on a toujours un petit peu ces problèmes-là. Et on a quand même encore pas mal de traînage. Et puis aussi, on a sur cette partie-là, on voit bien qu'en fait, ça reste assez longtemps à un certain niveau. C'est-à-dire que ça s'atténue, mais après un certain temps.
Donc, on va avoir une réponse qui est mieux contrôlée d'un point de vue spatial, donc d'un siège à l'autre, etc. Par contre, d'un point de vue temporel, le graphe va avoir tendance quand même à être peut-être un peu plus long que ce qu'il devrait être en termes de temps d'atténuation. Avec le base control, on va dire, on est arrivé à la limite de ce qu'on peut faire dans une calibration par enceinte. C'est-à-dire qu'on fait tout un tas de mesures, on caractérise le comportement d'une enceinte dans la pièce et on va chercher à la corriger, elle seule, avec des fils qu'on va lui appliquer à elle toute seule pour améliorer sa réponse dans la pièce. Avec le base control, on utilise ça, mais on va faire une combinaison dans les basses fréquences en jouant sur le calage des caissons, mais on reste encore sur une correction d'un caisson seul qu'on va recombiner avec d'autres. On ne va pas chercher à améliorer la réponse d'une enceinte en exploitant d'autres enceintes. C'est vraiment la limite de ce qu'on peut faire avec le base control. Le HART, en fait, donc l'Active Room Treatment, il va apporter quelques éléments clés. Il va d'abord permettre de réduire fortement le traînage. Donc là, si vous regardez la courbe en bas à droite, on voit que sur cette zone-là, le temps de descente est extrêmement court. C'est-à-dire qu'en gros, le grave, vous avez l'impact et immédiatement derrière, ça s'atténue, donc il n'y a pas du tout de traînage. Alors, dans les très basses fréquences, ça reste un peu long, mais là, on est vraiment en dessous de 20 Hz. Par contre, on voit bien la différence. Ici, il restait encore une partie de mode. Ils ont complètement disparu ici. Le Active Room Treatment, il traite aujourd'hui jusqu'à environ 150 Hz. Donc, ce qui est au-delà reste similaire. On va dire qu'on reste dans les performances du Dirac Live Room Correction en termes de contrôle. Par contre, en dessous, on a vraiment une nette amélioration. Donc, on a une réduction du temps de réverbération. Et ça a un impact assez fondamental sur plein d'autres paramètres d'écoute. Le fait d'améliorer ça, on va créer un espace d'écoute qui est plus large et plus uniforme. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs enceintes dans votre pièce, vous avez par exemple un 5.1, si vous jouez du stéréo dans ce système avec le HART, vous allez voir qu'en fait, il va se passer des choses qui font que l'image, vous n'avez plus besoin d'être complètement centré entre vos deux enceintes pour percevoir pleinement la pleine stéréophonie. Si vous vous décalez un petit peu, vous n'aurez pas ce problème qu'on peut avoir dans la stéréo, on va dire traditionnelle, où il n'y a pas un traitement soit passif, soit actif suffisamment bien fait. On va tout de suite perdre l'image stéréo. On améliore cette performance-là. Et puis aussi, le grave devient beaucoup plus uniforme dans l'ensemble de la pièce, même dans des zones où on ne pensait pas pouvoir le faire. Et ça, c'est ce qu'on a constaté dans les différents essais qu'on a fait. Ça, ce sont les éléments clés d'amélioration. Alors, comment c'est fait? Quel est le principe? Donc, quand on fait un signal qui est mis dans la pièce, on s'aperçoit qu'il y a le signal direct, le signal qui réfléchit, et il y a une perturbation. À partir du moment où on active le ON, l'Active Room Treatment, on va venir faire une annulation du problème. Donc, si je réillustre un petit peu les choses, vous avez votre son direct qui arrive à l'oreille à un instant T, et puis vous avez le son qui est là, qui réfléchit, qui lui arrive un tout petit peu décalé dans le temps, qui va créer tout un tas de perturbations. C'est la distorsion temporelle, ça va faire un peu de comb filtering. Enfin, il y a pas mal de phénomènes qui vont se passer, qui vont faire que la qualité sonore n'est pas celle qui est attendue. HART va faire appel à une notion d'enceinte main speaker, d'enceinte principale, et d'enceinte de support. Quand on met en route l'Active Room Treatment, ce qui se passe en fait, c'est qu'on va exploiter les autres enceintes de la salle pour venir compenser les problèmes qui sont créés par les réflexions de l'enceinte principale. Donc en gros, on vient un petit peu dans le même principe qu'on fait avec un Active Noise Cancellation System, donc un système d'annulation de bruit. On va analyser la salle, on va déterminer le comportement, ce qui revient à comprendre le bruit qu'on a dans un système d'annulation de bruit. Et quand on va jouer un signal dans une enceinte, par exemple là, ce qui est l'enceinte de droite, on va savoir ce qui est créé par les murs autour, qui vient perturber ce signal, donc on va le recréer dans les enceintes dites support. Ce qui fait que au niveau du point d'écoute, la recombinaison de tous ces signaux, donc les annulations des réflexions, etc., font que nous, on ne perçoit au final que le son direct. C'est le principe de l'Active Room Treatment.
Si on regarde un petit peu plus dans le détail, donc il y a la notion d'enceinte principale et d'enceinte de support. Le nombre d'enceintes support dépend de la puissance du processeur. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, parce je dirais qu'on va ouvrir un petit peu plus de détails un peu plus tard quand on va réellement lancer le système. Mais en fonction de la puissance, vous ne pourrez pas avoir toutes les enceintes en support de toutes les enceintes qui reproduisent. Il va y avoir peut-être une sélection à faire. Mais en l'occurrence, sur tous les essais qu'on a faits, on peut avoir vraiment suffisamment d'enceintes pour couvrir les problèmes. Le système permet de gérer les problèmes de réflexion, donc la gestion du temps de descente, donc le RDT, jusqu'à 150 Hz dans l'implémentation actuelle. Donc au-delà, on va se reposer sur les qualités du traitement passif, puisqu'il est efficace en général assez facilement au-delà de 150 Hz. ART prend le relais en dessous de 150 Hz dans l'implémentation actuelle. Et en faisant ça, en fait, ça équivaut finalement à la mise en place d'un traitement, je dirais, passif, qui est très compliqué, qui peut être assez conséquent et qui peut vraiment, dans une pièce standard, domestique, occuper un large volume si vous souhaitez vraiment compenser les graves. Donc, on va remplacer avec ce système, en contrôlant les réflexions dans les basses fréquences des murs, ça va nous permettre de complètement se limiter, de ne plus avoir besoin, je dirais, de traiter trop fortement dans les basses fréquences, on peut même s'en passer carrément. On n'enlève pas le besoin dans les hautes fréquences, c'est important d'homogénéiser l'ensemble, la courbe de RDT, donc le Reflection Decay Time, dans une reproduction sonore. Alors, là-dessus, je pense qu'il faut regarder un peu plus dans le détail des études, mais ce qui est grosso modo constaté, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un temps de réverbération qui soit le plus uniforme possible. Admettons que vous ayez en gros 0,3 secondes dans toute la pièce, vous allez avoir une perception de la reproduction qui est vraiment qualitative. Vous pourriez être à 0,5 partout, ce sera tout aussi qualitatif. Par contre, si vous avez des accidents, c'est-à-dire parfois c'est à 0,2, parfois vous montez à 0,6, ces modifications de temps de réverbération, là, deviennent problématiques dans la reproduction. Parce que là, on va générer des suraccentuations de certaines fréquences, donc du détimbrage, etc. Et c'est ce qui pose problème. Donc, le fait de contrôler uniformément le temps de descente, donc le Reverberation Decay Time, ça nous permet d'améliorer donc le temps de réverbération globalement. Et avec l'amélioration de la réponse impulsionnelle, donc c'est ce que fait le Dirac Live Room Correction traditionnel, cette combinaison, c'est ce qu'apporte l'ensemble du Dirac Live Active Groove Treatment, comme je vous l'ai montré. Tu veux dire, Sébastien, que tu homogénéises une hétérogénéité entre les enceintes, c'est ça? De façon à ce qu'au global, on ait une homogénéité la plus parfaite possible? Oui, alors, en fait, ce que je cherche à exprimer, c'est qu'en fait, le ART, Active Room Treatment, lui, va se concentrer sur les fréquences en dessous de 150 Hz. Donc, il va aller optimiser. Globalement, en dessous de Schroeder, plus ou moins. Alors, fréquences pas basses, tout à fait. Schroeder, ça va un peu plus loin. Mais en tout cas, d'accord. aujourd'hui, 150 Hz. L'objectif au niveau de Dirac, ça va être de monter jusqu'à 250. Mais en tout cas, quand on va jusqu'à 150, il y a quand même dans la pièce, je dirais, si on ne fait pas de traitement passif, on risque d'avoir quand même un petit peu de la transition 150 vers le reste qui peut être un peu délicate. C'est-à-dire qu'on va faire très bien dans le grave, mais ça peut être moins bien dans le reste de la pièce. C'est pour ça que on va dire qu'il est vraiment fondamental, même si on a fait des démonstrations, par exemple à l'ISE, dans une salle avec les enceintes de Vialet, on était dans une boîte en bois, hein, il n'y avait rien sur les murs, donc c'était des panneaux en bois, pas de traitement du tout, rien. On était en 7.04, donc on n'avait pas de caisson de grave, on n'avait que les enceintes, donc on avait des fantômes, alors les gros modèles qui peuvent descendre jusqu'à 20 Hz, et les petites qui descendent jusqu'à, alors eux ils le mesurent à 25, mais bref, elles pouvaient tout à fait gérer le grave. On a fait des essais sans traitement, la reproduction était vraiment considérablement améliorée. Maintenant, je pense que si on avait mis un petit peu de traitement pour améliorer quand même à minima dans les hautes fréquences, pour descendre un petit peu, on aurait eu quelque chose d'encore mieux. L'idée étant de dire que sans investir lourdement dans du traitement passif, vous allez avoir quelque chose d'assez exceptionnel en utilisant le ART. Mais nous recommandons toujours, dans le cas de la création, je dirais, d'une salle d'écoute,
il est important de penser à la reproduction dans son ensemble. Et l'objectif, c'est d'homogénéiser en effet le temps de réverbération pour qu'il reste le plus uniforme possible. Donc il y a tout un travail qui est fait en ce moment justement avec le CEDIA, qui est vous connaissez CEDIA hein, au niveau de le custom, au niveau de l'intégration. Il y a un travail qui est fait au niveau de la standardisation un petit peu justement de qu'est-ce qui doit être mis en œuvre pour améliorer au mieux la reproduction sonore. Et clairement aujourd'hui, ce qui en ressort, c'est que dans tous les essais qui ont pu être faits, ce contrôle du temps de descente, donc du RT60, est fondamental, et plus il est uniforme, et mieux le rendu est. Si on reste sur ce que fait ART et ce qui va évoluer maintenant en termes de comment ça s'intègre dans l'outil, l'outil reste assez proche de ce qui a été fait jusque-là. Simplement, en fait, on va avoir des réglages qui sont différents. En l'occurrence, j'aurais dû le mettre en premier, mais la première chose qu'on va constater, c'est qu'il n'y a plus de réglage de crossover pour le bass management. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vient plus indiquer, voilà, moi j'ai des caissons, on fait une transition typiquement à 80 Hz. Non, on ne raisonne pas comme ça avec le Active Room Treatment. Avec Active Room Treatment, l'objectif, c'est de se dire, chaque enceinte est à même de venir aider une autre. À partir du moment où elle a, je dirais, une capacité de reproduction en bande passante, qui tombe forcément là où il y a des problèmes. Maintenant, vous prenez n'importe quelle enceinte, même de bibliothèque, elles descendent assez facilement jusqu'à 80 Hz sans difficulté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enceinte, en gros, de 80 Hz à 150 Hz, elle peut être utilisée par le système d'Active Room Treatment. Donc on va simplement, dans l'outil, c'est illustré ici, on va venir indiquer par paire d'enceintes, donc Dirac fonctionne par paire, hein, donc droite-gauche, etc. On va venir indiquer, donc, pourquoi? Parce que la plupart du temps, ça reste quand même des enceintes assez identiques. On va indiquer quelle est sa fréquence minimale qu'elle peut reproduire dans le grave, et puis aussi jusqu'à quelle fréquence on souhaite qu'elle participe, qu'elle contribue dans les hautes fréquences. Par exemple, si on a un caisson de grave qu'on sait vraiment ne se comporte pas du tout comme il faut au-delà de 100 Hz, eh bien, on va pas chercher à le pousser à participer, donc on va lui limiter sa fréquence haute. Et là, par contre, on est plutôt sur des enceintes dites, on va dire, petites, quoi, de type bibliothèque, où on ne va pas chercher à les faire descendre. Donc, on va définir pour chacune de ces paires d'enceintes leur capacité à supporter l'enceinte principale. Une fois que c'est fait, c'est pas automatique, ça. Ça, c'est... Alors, par défaut, le système analyse les courbes, les réponses en fréquence. De l'analyse des réponses en fréquence, là, c'est ce que donne la mesure par défaut. Sans que vous ne modifiez quoi que ce soit, elle aura déjà prédéfini la réponse qu'elle estime possible par l'enceinte. Maintenant, il faut quand même bien comprendre qu'on est dans une salle, qu'en fonction de la taille de l'enceinte, ce qu'on va mesurer aussi, c'est forcément l'enceinte et la pièce. Donc vous allez peut-être avoir une enceinte qui va... room gain, oui. Vous allez avoir une enceinte qui va peut-être donner une réponse qui va jusqu'à 20, mais en fait, c'est l'enceinte plus la pièce qui fait ça. Donc il faut faire attention, il faut être prudent. Donc là, on va faire appel, on va dire, aux caractéristiques, à la connaissance de ces enceintes. Donc le minimum, c'est de connaître sa réponse en fréquence à moins 3 dB. On fait une mesure en champ proche? Oui, voilà. Donc c'est ce qu'on va trouver dans les specs typiques de l'enceinte, hein, et on va l'intégrer ici. Et de là, en fait, l'outil, lui, va calculer tous les filtres nécessaires qu'il doit appliquer à chaque enceinte support pour permettre la compensation des réflexions qui sont créées lorsque le signal de l'enceinte principale est joué dans la salle. Pour pouvoir réaliser ça, un des points qui est un peu différent, aujourd'hui, Dirac, c'est entre 9 et 17 mesures. Il faut savoir qu'avec le Active Room Treatment, en tout cas dans le système actuel, on est en train de regarder comment on va pouvoir rendre ça un peu plus souple. Il faut autant de mesures plus une que d'enceintes dans la pièce. Donc ça veut dire, si vous avez un système avec 16 enceintes, on va faire 17 mesures, mais si vous en avez 20 et que vous voulez qu'elles participent toutes, il faut en faire 21. Et de là jusqu'à, vous pouvez compter, hein, si on a 32 enceintes, comme peut le permettre par exemple un Storm Audio, ça veut dire 33 mesures. Donc ça, on va l'optimiser dans le temps, parce que ça dépend bien entendu du nombre d'enceintes support qu'on va pouvoir intégrer. Maintenant, en attendant, ça repose bel et bien sur l'analyse de chaque enceinte dans la salle. C'est vraiment fondamental que
Donc, dans tous les points de mesure, chaque enceinte doit être mesurée. C'est fondamental pour comprendre comment elle se comporte d'un point de vue réflexion. Et plus vous avez d'informations sur les réflexions qu'on va avoir dans la pièce, plus l'outil sera à même de définir des filtres qui sont performants dans l'enceinte de support. Donc pour nous, très clairement, par rapport à tout ce qu'on a pu essayer jusque-là, on a eu un programme qui a démarré à l'automne dernier de tests bêta avec des calibrateurs experts. On peut vraiment parler de révolution, à plus d'un titre. Le premier, c'est que d'abord, on va dire qu'on oublie un petit peu le fait que qu'est-ce qui va reproduire le graphe, comment je vais le gérer. En fait, on va vraiment exploiter au mieux le système dans son ensemble, quelle que soit l'enceinte. Bien entendu, si on veut descendre très très bas dans le graphe, il y aura forcément un caisson pour le faire. Maintenant, on connaît des enceintes, hein, donc je parlais de Vialet qui on va dire, qui spécifient leurs enceintes jusqu'à 20 Hz, mais on peut parler par exemple des systèmes, je ne sais pas, comme Beolab, vous avez des gros 15 pouces, enfin bref, des enceintes capables, il y en a beaucoup. Avec le ART, on peut partir du principe que maintenant elles deviennent vraiment actrices dans la reproduction du graphe et dans le traitement. On oublie toute notion vraiment de bass management, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de bass management traditionnel, on va gérer la reproduction de l'ensemble du signal à travers l'utilisation de toutes les enceintes. Et par voie de conséquence, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire quelque chose qui marche très très bien sans caisson. C'est ce qu'on a démontré avec la reproduction des fantômes de Vialet, des fantômes Seattle. Et étant entendu que théoriquement, avec tout ce que tu viens de dire, plus chaque enceinte individuelle peut descendre bas dans le grave, potentiellement meilleur cela sera le résultat final. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors après, alors ça c'est une... je ne sais pas si je le traite dans les slides qu'on voit, mais je peux en parler maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, donc, le ART joue en gros sur... Alors c'est toujours centré autour de... Je fais en sorte que la réponse impulsionnelle soit la plus optimale possible. ART va rajouter le fait qu'on va la rendre optimale, mais en prenant en compte, on va dire, alors je ne veux pas dire 3 dimensions, mais en prenant en compte la dimension vraiment spatiale à travers toutes les perturbations qu'on va trouver dans la salle. Donc on va optimiser en intégrant tous les problèmes de réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fixe à un moment donné, à quelque part, dans le cahier des charges, un temps de réponse, enfin un temps de descente cible, donc un RT60 cible. Et en fait, ce n'est pas tout à fait fixé comme ça, mais par contre, ce qu'on va constater, c'est que plus on va avoir d'enceintes de support, plus on va avoir un son qui est sec. C'est-à-dire qu'en gros, plus on va venir corriger et optimiser ce temps de réponse jusqu'à un point où en fait, ça peut même être carrément trop sec. Donc, la variable qu'on a aujourd'hui pour, je dirais, en fonction des écoutes, si on trouve par exemple que là, pour le coup, on est allé un peu trop loin, la variable, ça va être de jouer sur le nombre d'enceintes support. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si vous avez moins d'enceintes support, ça veut dire que vous pourrez traiter moins de réflexions. Donc, le RT60 va augmenter un petit peu. Donc, votre son va à nouveau devenir un petit peu plus chaud. Donc, c'est à travers ça qu'on va pouvoir moduler. Il y a une réflexion autour de est-ce qu'on pourrait rendre ça, je dirais, réglable? C'est une réflexion. Et c'est un point sur lequel on va clairement travailler dans le futur. Mais c'est vraiment intéressant de se dire que, pour le coup, on peut enfin aujourd'hui jouer sur la réponse vraiment de l'enceinte, enfin du système dans la pièce. Sébastien, juste une précision. Tout à l'heure, tu disais il faut autant de mesures qu'il y a d'enceintes plus Oui. une. Oui. Est-ce que ça veut dire que le micro est toujours positionné au même endroit et on mesure à chaque fois chacune des enceintes, le micro étant positionné au même endroit, ou on mesure des positions différentes, le micro étant positionné à des positions différentes et il mesure toutes les enceintes qui font partie de l'installation déclarée? Ouais, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que jusque-là, on avait en gros 17 points de mesure au maximum. Chaque point de mesure scanne toutes les enceintes. Donc là, on va passer de 17 jusqu'à, par exemple, 24. Si vous avez 23 enceintes, on va positionner le micro à 24 positions différentes. D'accord.
Et à D'accord. chacune de ces positions, on va jouer On toutes les mesure l'ensemble, oui, Voilà. toutes les mesures toutes les enceintes déclarées. Et Voilà. ça, c'est caisson de basse inclus ou pas? Caisson de basse inclus. Quand je dis D'accord, enceinte, c'est c'est l'ensemble des reproducteur. canaux. C'est Enfin, c'est l'ensemble les des sources canaux. sonores. Toutes les sources sonores. Voilà, toutes les sources sonores. Ok. Avec Art, il y a vraiment plus, je dirais, alors, c'est pas complètement vrai, mais il n'y a pas de distinction en fait. On parle de reproducteur. Voilà. D'accord. C'est une enceinte qui va reproduire un son, qu'il soit grave ou plus haut. Et après, on va gérer leur capacité à intervenir dans la correction. Dans la bande de fréquence définie comme étant possible pour Voilà. reproduire les fréquences par l'enceinte C'est en ça. question. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc le résultat de ça, quand on commence à pouvoir contrôler le temps de réverbération et du coup gérer optimalement la réponse impulsionnelle, ben, on se retrouve avec finalement le son qui est reproduit tel qu'il doit être. Et c'est assez impressionnant parce que tout d'un coup, vous allez avoir un grave qui va être super articulé. C'est-à-dire que dans une salle où le traitement est vraiment pas bien fait, votre grave, il va être, c'est flou, très flou. Et là, pour le coup, je ne veux pas dire c'est chirurgical, mais quand vous allez jouer une basse, vous allez pouvoir sentir toutes les vibrations des cordes. C'est impressionnant. Et c'est vraiment un travail qui est, de ce point de vue, c'est assez impressionnant ce que ça fait. Les résonances sont réduites au maximum. Donc là, on l'a aussi vu et on a même été surpris parce qu'en fait, ça améliore, je dirais, dans la zone d'écoute, mais on a constaté que même si on sort un peu de la zone où il y a eu les mesures, on a quand même une perception du grave qui est assez impressionnante, assez forte. Et ce qui, du coup, je dirais, confirme vraiment la capacité de gérer les réflexions. Et ça c'était l'objectif principal. Et en quoi c'est une autre révolution? C'est qu'on peut faire vachement mieux avec moins. On n'a pas besoin d'avoir 16 caissons de grave dans la pièce pour pouvoir avoir un grave optimal. On peut faire avec peu. On peut même faire même 100 caissons. Alors bien sûr, on peut toujours faire beaucoup mieux et avoir un grave extrêmement profond et contrôlé quand on a plus de caissons. Mais la pièce de la personne lambda aujourd'hui, quand on a 2, 3, maximum 4 caissons, c'est déjà un grand luxe. Donc Art permet d'optimiser au mieux ces systèmes qui ne sont pas optimaux, on va dire en termes de constitution d'enceinte, mais on peut aussi aller au-delà, puisqu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le Art fonctionne aussi en stéréo. Si vous avez une paire d'enceintes, eh bien, une enceinte sera support de l'autre. Alors, on n'aura pas un contrôle des réflexions aussi optimal que si on avait plus d'enceintes. C'est-à-dire qu'en gros, le point sur lequel on va venir traiter va se concentrer autour je dirais, du fauteuil principal, donc de la mesure principale, mais vous allez quand même avoir un effet qui va être assez bluffant. Et si on rajoute des caissons à l'arrière, ça peut servir de Ça va forcément compensation. aider. Ça va forcément Ouais, aider. En fait, avec deux en fait, enceintes, on a déjà quelque chose de propre. Par contre, dès lors qu'on va commencer à rajouter des caissons, là, on va du coup contrôler le grave sur une région beaucoup plus large et on va optimiser la reproduction stéréophonique. Là où moi, j'ai été le plus bluffé dans tous les essais qu'on a fait, c'est pas en jouant réellement des pistes home cinéma, multicanal, immersive. Oui, ça améliore fortement. Mais là où c'était le plus bluffant, c'est quand vous avez une salle où vous avez en gros 12, 20 enceintes, que vous avez toutes bien gérées en termes de mesures pour qu'elles soient support, mais vous faites uniquement une écoute stéréo. C'est impressionnant ce que vous obtenez comme clarté au niveau comme reproduction de la bande stéréo finalement. C'est limite même là que c'est le plus impressionnant. Toutes les démos qu'on a fait, que ce soit au CES ou à l'ISE, on s'est concentré sur la stéréo pour bien montrer ce que ça apporte en fait. Alors justement, en stéréo, mettons qu'on a un système à 16 reproducteurs, Oui. 12 enceintes, 4 caissons, et en stéréo, quelles sont les enceintes qui fonctionnent? Il y a juste les deux principales ou c'était les deux Non. principales plus tous les caissons et toutes les c'est le principe, c'est toutes les enceintes vont aider. En fait, dans le test qu'on fait, on fait même un test assez intéressant. Une partie de la démo, on coupe les enceintes principales pour ne faire entendre que la compensation. c'est que du grave. Pardon?
Non, il n'y a Peut-être pas que de du grave dans ce justement. cas-là. Il y a des informations jusqu'à 150 Hz, Mhm. mais c'est beaucoup de grave, et bien évidemment, puisque c'est là que la pièce est la plus problématique. Mais ce qu'on entend finalement, c'est, en gros, hein, pour schématiser, c'est l'inverse de ce que le mur réfléchit. Et quand on écoute ça, on s'aperçoit à quel point finalement la pièce, elle génère, on va dire, une quantité d'informations qui ne sont pas, on va dire, attendues, donc inutiles, mais qui sont présentes. Et on voit très bien, du coup, la capacité de compensation, parce que, in fine, ce signal qui est reproduit par ces enceintes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en gros l'annulation de la réflexion. C'est-à-dire qu'on annule à la base la réflexion qui proviendrait des murs autour des enceintes. Ce qui fait que nous, ce qu'on entend, c'est le son. Il ne reste finalement que le son nettoyé, le son direct. Jusqu'à 150 Hz. Alors, jusqu'à Pour l'instant. 150 Hz. Ouais. Pour l'instant, on ira jusqu'à 250, mais en fait, ce qu'il faut voir de toute façon, c'est que au-delà de cette fréquence, 250, on sait très très bien que de toute façon, on n'est plus dans une problématique qui se traite de la même manière que ce qu'on fait aujourd'hui en gros en dessous de la fréquence de Schroeder. Et de toute façon, Ouais. dans ces fréquences-là, on ne va surtout pas chercher à faire de la correction électronique, on va plutôt travailler là réellement sur l'optimisation passive de la pièce, qui est beaucoup plus simple à faire. Avec très peu de traitement, d'absorption, un peu de diffuseur ici et là, on va obtenir quelque chose de très propre dans les hautes fréquences sans difficulté. Ce qui n'est pas du tout le cas en dessous de la fréquence de Schroeder. Tout ce qui est dans le grave, globalement, pour ceux qui seraient éventuellement, qui ne sauraient pas ce qu'est la fréquence de Schroeder, une fréquence de Schroeder correspond au mode résonant d'une pièce, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de la fréquence de Schroeder correspond donc au mode résonant, avec des pics et des bosses. Et de l'autre côté, au-dessus de la fréquence de Schroeder, on est dans un mode réflectif où c'est uniquement les réflexions directes qui sont prises en compte et donc que l'on peut gérer. Exactement. Merci de faire ce beau résumé. Et les longueurs d'onde sont tellement petites en fait que c'est complètement anarchique. Donc chercher à contrôler activement toutes ces réflexions, c'est une folie. Et ça se transformerait en fait à du contre-productif. Parce que faut bien être conscient que ce qui est recherché quand on met en place ces systèmes-là, on veut surtout s'assurer que le naturel de la reproduction reste. On ne veut surtout pas arriver à un mode d'artificialisation. Donc c'est là qu'il y a une finesse assez importante. Et de tous les essais qu'on a faits et des retours qu'on a du programme bêta qu'on a fait pour le moment, il y en aura un autre qui va commencer bientôt, le retour est vraiment impressionnant, convaincant. Alors comment justement ça va se décliner au niveau de la sortie? Donc il faut savoir que déjà, donc, au niveau de la licence, elle sera gratuite pour tous les propriétaires d'ISP Elite qui l'auront acheté depuis janvier de cette année. Pour les autres produits de la gamme, donc Core Evo et Fusion qui va bientôt sortir, ce sera gratuit jusqu'en octobre pour les produits achetés cette année. Et ce sera ensuite intégré dans le package optionnel. Donc ce sera payant. On a une offre logicielle qui est optionnelle pour ces modèles. Le Art sera intégré dedans. Ce ne sera plus par défaut dans le produit. Elle sera vendue par Dirac dans le cas où vous ayez à l'acheter, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un ISP Elite, vous avez un autre modèle et que vous ayez à l'acheter. Elle peut être achetée pour les modèles, je dirais, avant 2023. Elle serait achetée donc à 299 $ sur le portail de Dirac. Pour les produits à partir de janvier, ce sera intégré dans un package logiciel que nous vendrons. Le lancement, Sébastien, là on parle de produits Storm uniquement. Uniquement Storm Audio. Alors normalement, alors pour autant, je corrige, le 299 $, c'est le prix entre guillemets public de Dirac Art pour tout client qui veut acheter Art s'il a un produit qui est compatible. Voilà. S'il a un produit qui est compatible. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur, je dirais, quels sont les acteurs qui vont pouvoir venir l'intégrer. On a bien une petite idée, mais à notre connaissance, c'est pas pour tout de suite. De notre côté… juste pour que les gens comprennent bien, le Dirac Art sous-entend un processing relativement puissant, voire très puissant, d'où le fait que parce que les produits Storm Audio
et les processeurs Storm Audio incorporent les DSP dont tu parlais tout à l'heure. Ceci permet de facilement mettre en œuvre les calculs nécessaires et les processing nécessaires pour la mise en œuvre de ART, alors que d'autres produits ne sont pas forcément équipés de la même puissance de processing permettant de mettre en œuvre ce type de traitement. ART. Ouais. Exactement. Donc, bon, ça, on va le découvrir. Sachant qu'en fait, nous avons une exclusivité jusqu'en octobre de cette année, de par les développements que nous avons faits conjointement avec Dirac sur l'année dernière. De ce qu'on pense, de toute façon, enfin, je ne pense pas que cette année, il y aura d'autres acteurs. L'année prochaine, ça commencera. Après, et je l'ai indiqué, hein, en fonction de la puissance, la qualité ou le nombre de supports qui vont pouvoir être, enceintes supports qui vont pouvoir être définis, dépendra de la puissance de chacun des modèles. Donc il y aura forcément plusieurs grades. Il y a une notion de certification du côté d'Irak, donc qui est en réflexion. Donc ce qu'on espère bien entendu, c'est qu'on puisse mettre en avant le fait que nous pourrons avoir un nombre de supports plus élevé que d'autres. Donc en fonction des attentes, forcément, ça joue. En termes d'introduction, donc version bêta, donc pour quelques, on va dire, utilisateurs clés à partir de mi-avril, est mise sur le marché à la mi-mai, avec une introduction officielle lors du IN Show. Nous aurons, avec quelques partenaires, une grosse démo en 11.7.6 à Munich. Où là, oui, non, là, ça rigole plus. Là, on aura le ART full qui 11.7.6. va fonctionner. Et oui, ça devrait être assez exceptionnel. Voilà, donc exclusivité jusqu'en octobre. Donc ça, c'était pour Dirac. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions au niveau de ART avant que j'enchaîne rapidement sur les autres points. Ça fait assez court, votre période d'exclusivité, quand même, finalement. Enfin, concrètement, ça fait Oui, alors c'est de juin à octobre, court, quoi. 10 mois. Ça fait 10 mois. C'est court, mais maintenant, on regarde un petit peu ce qu'a pu faire déjà la concurrence, ne serait-ce qu'avec le bass control. Oui, d'accord. Ça ne marche pas très bien chez les concurrents. Donc, alors, à la fois, ça ne marche pas très bien et d'autres ne l'ont pas prévu avant l'année prochaine. Donc, je pense qu'il faudra encore un certain temps. Maintenant, après, pour nous, ce n'est pas forcément très inquiétant dans le sens où déjà, avec le Dirac, on a une différenciation sur la qualité des filtres. Nous, on sait par rapport à notre roadmap produit et futures intégrations, on aura de loin la meilleure intégration du ART en termes de qualité des filtres et du nombre d'enceintes support possibles. Donc, ce qui compte au final, ça va être aussi dans le type de salle dans lequel on va jouer. On n'est pas sur les mêmes non plus, les mêmes clientèles, sur les mêmes salles cibles. Ça, c'est certain que d'autres marques qu'on va trouver, on va dire, plus grand public. Mais pour autant, voilà, la techno, elle sera accessible à d'autres, ça c'est certain. Nous, on est content d'avoir fait tout le chemin d'intégration et de mise en œuvre. On a vraiment pu vivre de bons moments et je pense que ça va être vraiment un élément clé de cette année. Je rappelle juste pour la diapo que l'on a vue, je vais la remettre à l'écran, que au IN de Munich, vous allez faire une démo, donc Storm Audio va faire une démo donc, sur du 11.7.6. 11.7.6, ça correspond à un processing de 24 canaux. Oui. Au jour d'aujourd'hui, les processeurs capables de gérer 24 canaux, ça ne court pas forcément, les rues. Il n'y en a pas des masses. Non, voilà. Non. C'est un fait. Et le Storm Audio sera le seul à être capable de faire de la correction active avec toute enceinte pendant encore un bon moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cette démo au IN de Munich devrait attirer pas mal de monde. Oui, ça va être très important pour nous, en effet. Voilà pour Dirac. Bon, on pourra revenir si vous avez d'autres questions qui reviennent à l'esprit tout à l'heure. Donc, je voulais parler brièvement. On en a un petit peu parlé juste avant le Paris Audio Vidéo Show l'année dernière. On avait présenté en avant-première le Evo. Eh bien, il va en fait sortir là, dans la semaine prochaine, en fait. Donc, pour rappel,
Nous avons une gamme de processeurs qui, jusque-là, étaient des processeurs essentiellement analogiques ou avec des capacités de sortie numérique. Le marché se développe de plus en plus dans du numérique pur. Donc, on a décidé de sortir une machine 100% numérique qui sort soit en AES-EBU, donc l'équivalent du SPDIF, mais en gros en symétrique, ou en AES-67, donc en audio sur le réseau. Et là, on a 2 modèles qui vont se décliner soit à 20 canaux, 32 canaux, avec toutes les fonctionnalités, on va dire qu'on a l'habitude de voir dans nos processeurs, donc en l'occurrence jusqu'à 24 canaux de décodage, 32 canaux de traitement de signal, le Dirac Live, donc là aujourd'hui, bien entendu, je monte basse contrôle, mais il y aura bien l'option ART. Si on veut faire la calibration manuelle, on a toujours la possibilité d'exploiter notre système expert. Et puis l'HDMI qui est encore 2.0 aujourd'hui, on devrait sortir avec l'HDMI 2.1 au mois de juillet. Ça arrive enfin, c'est un peu laborieux, on a eu pas mal de difficultés techniques et de problématiques de développement logiciel. Donc voilà, on fait avec. Pour autant, on attend toujours des contenus 8K. Le seul contenu intéressant pour l'HDMI 2.1 aujourd'hui, c'est le 4K 120 des consoles, et ça se limite à ça. Donc voilà pour les fonctionnalités, je dirais, de base. Donc c'est vraiment un produit qui est basé sur notre haut de gamme en termes de processeurs. Donc c'est l'ISP Edit qui a servi de référence. Et c'est vraiment le produit qui est le parfait compagnon de toutes les installations numériques. Alors que ce soit d'une salle Dolby Atmos Cinéma, où on va récupérer le son sur le réseau, enfin les canaux sur le réseau, d'enceintes actives, Genelec, PMI, mais il y a de Vialet aussi, dont on a fait la démonstration à l'ISE il n'y a pas longtemps. Des processeurs numériques, alors ça va être comme le Meridian, mais aussi les amplificateurs numériques comme le Wisdom ou l'Open Audio. Donc, pour tous ces systèmes-là, alors là on est plutôt sur du résidentiel, enfin c'est de la salle de cinéma assez qualitative. Le ISP Evo s'adapte parfaitement en fait. Donc on ne dépense pas plus d'argent que nécessaire. En l'occurrence, on va rester qu'avec des sorties numériques dans ce cas. Donc les prix vont s'étendre en gros de 14 000 à 16 000 euros en prix hors taxe. Et on a déjà eu pas mal de récompenses au CEDIA l'année dernière. Et ce qui est une bonne nouvelle, et donc ça devrait bien se passer cette année. On a déjà bien avancé dans les précommandes, on est très content. La différence de prix entre 20 et 32 canaux, elle n'est pas énorme. Non, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme parce qu'en fait, comme on est en numérique, finalement, il se passe moins de choses. Oui, tu as moins de composants, forcément. Il y a la sortie, quand on est en analogique, la partie conversion, si on veut être qualitatif, il faut quand même avoir une tout belle ce qu'il faut. électronique. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que ça rend le produit, alors même si malheureusement, avec tout ce qui s'est passé dans les problèmes d'approvisionnement de composants, d'inflation, etc., là où nos prix devaient se réduire, on s'est retrouvé à soit juste pouvoir les conserver constants, ou malheureusement devoir les augmenter. Bon, on reste compétitif, je dirais, par rapport au segment, par rapport à notre concurrence directe. Je suis d'accord. Et il est disponible à la commande, il sera livré à partir de la semaine prochaine. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Autre livraison qui elle est sortie donc, le 8, donc un nouveau logiciel en version 4.4 R1, qui est un logiciel très intéressant, qui répond à, je dirais, une limitation qu'on avait jusque-là, et qui, dans certains cas de figure, c'est vrai, on va dire qu'on ne pouvait pas répondre à tous les scénarios d'installation. On a pas mal de salles où il y a du multi-usage, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une direction où vous allez pouvoir regarder un écran de projection qui va descendre, etc., avec un projecteur. Et puis, cette salle, pour une certaine raison, elle peut se retrouver à 90 degrés, et là, vous avez une télé. Donc, il faut, en instantané, pouvoir switcher de toutes les enceintes, par exemple, en 11.1.8, tourner pour faire un 7.1.4 dans ce sens-là. Jusque-là, on ne pouvait pas le faire simplement. On a rajouté une nouvelle fonctionnalité qui est la création de nouveaux layouts, où on peut maintenant faire plusieurs configurations 32 canaux. Et juste par l'appel d'un preset, on va pouvoir passer d'un mode à un autre. Et à chaque fois, tout ce qui est calibration, etc., c'est bien entendu faisable. C'est génial. Ça Je vais c'est enfin vraiment une idée pouvoir grandiose. craquer. Comment ? Ouais, Ça, c'est une Dominique, idée t'attendais ça. grandiose. On continue aussi à rendre l'outil beaucoup plus exploitable pour le multivoix. On a pas mal d'installations où tout le filtrage actif est fait dans le processeur.
Et là, il était nécessaire de descendre à 5 microsecondes au moins de réglage de pas. Donc, c'est dorénavant possible. Toujours dans cet état d'esprit, on a rajouté aussi les types Bessel au niveau des filtres. Alors, il y a quelques fabricants d'enceintes qui ne jurent que par ce type de filtre, donc c'était important de l'avoir. On a pour d'autres clients, alors là c'était assez rigolo parce que ça a été sous une impulsion à la fois indienne et anglaise. Pas mal aussi Ouais. de setup où les clients, Le karaoké, voilà, vraiment. où on a des clients, alors en Asie bien sûr, hein, on a le karaoké, mais on a des clients aussi qui, quand ils reçoivent du monde, aiment bien jouer un peu de la guitare, faire des trucs comme ça, et chanter. Il faut savoir que malheureusement, un processeur home cinéma, quand on passe par toute la chaîne, y compris la gestion, décollage, upmix, etc., bah, la latence, elle est assez élevée, hein. On peut aller jusqu'à, en gros, 80 millisecondes, ce qui n'est pas C'est énorme. du tout acceptable quand on veut faire du live. Donc là, on a un nouveau mode qui est un mode faible latence qui nous permet de descendre aux alentours de 13-15 millisecondes, ce qui devient, on va dire, quasiment pas décelable. Par contre, ça a nécessité qu'on ne puisse pas activer Direct Live. Alors ça, bon, il faut le savoir. Maintenant, Tu quand on est sais, juste en mode live, on peut faire par contre une calibration manuelle, on peut quand même utiliser ces caissons, faire un bass management. Donc on a quand même tout un tas de possibilités d'améliorer la réponse, mais le Dirac ne peut pas. Dirac reposant sur quand même une utilisation de ces fameux mixed phase filters, il y a quand même une notion de FIR dedans, donc une notion de latence. Dirac, c'est au moins 25 millisecondes de latence. tu sais que ça aussi pour le jeu vidéo, donc Oui, rationaliser l'arrivée de l'HDMI 2.1, c'est hyper important parce qu'un oui, joueur, tu lui dis on vous met de la latence de 80 millisecondes, il te regarde avec les yeux ronds et c'est fini, il oui. se décompose sur place, hein. C'est ça. Donc bah, là, ça permet de le faire. Alors là, c'est en amont de la 2.1, mais ça fait à peu près l'équivalent. Ouais. Parce que ça peut déjà être mis en application tout de suite, hein. Des gamers, tu en as, hein, Oui, oui, clairement, comme client, tu en as. clairement. Alors, autre élément de ce nouveau logiciel, on a commencé un travail, je dirais, d'amélioration de notre interface de configuration, dont on voit ici une illustration de la page d'accueil. Et on a rajouté un nouveau configurateur qui s'appelle le StormEasy, qui permet en fait vraiment de manière très simplifiée de faire toute une configuration d'un produit, des entrées jusqu'aux sorties, et en incluant bien entendu le process Dirac, et ça avec le moins de réglages possible. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un niveau d'utilisation simplifié. Alors, on commence petit à petit à être dans beaucoup plus de mains de clients finaux, donc des gens qui souhaitent se faire eux-mêmes leur installation. Mais c'est aussi, alors c'est intéressant pour eux, bien sûr, mais c'est aussi intéressant finalement aussi pour les intégrateurs pour faire une première passe de configuration très rapidement et derrière revenir sur les réglages fins. Donc là, le StormEasy est intégré dedans. Et enfin, on a une fonction d'HDMI pass-through qui fonctionne en mode standby. Donc le pass-through, c'est quoi? C'est on a deux sorties HDMI, on a une fonction matricielle. Donc il est possible depuis déjà quelques mois d'avoir deux sorties vidéo indépendantes. Maintenant, vous allez pouvoir, quand votre salle de ciné est éteinte avec le processeur qui est donc en veille, vous allez pouvoir exploiter, contrôler vos commandes, enfin vos entrées HDMI pour aller les jouer sur un autre téléviseur qui serait dans une autre salle. Voilà. Donc là, on a pas mal de setup aussi où vous avez la salle principale qui est une grosse salle dédiée, mais le client a aussi son salon qui est alimenté par l'ISP, par le processeur. Et dernier élément de la 4.4.R1, ça coïncide avec la sortie de l'ISP Evo, puisque voilà, toutes les fonctionnalités qui vont avec sont intégrées dans ce produit. Donc le soft est sorti le 8 mars, et donc il est disponible à tous nos clients. Voilà, donc on a terminé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres points que vous aimeriez qu'on couvre ce soir. Eh bien, Sébastien, je te propose que comment dire, tu arrêtes le partage d'écran, comme ça ce sera. Oui, comme ça on pourra se voir, pas de Voilà. problème. Tac. Et voilà. Et normalement maintenant tout le monde est là. Je vous propose qu'on se fasse déjà un petit tour de table. On va commencer par Jeff. Avec tout ce qui a été dit, comment tu le perçois? Comme une évolution majeure dans les possibilités de traitement de pièces. Alors, par contre, je pense qu'il faudra songer à utiliser des enceintes de grande taille pour pouvoir couvrir correctement le spectre au niveau du grave sur les enceintes de compensation.
Alors, moi, c'est quelque chose que je fais depuis un moment, puisque je veux me débarrasser du bus management et n'utiliser que le LFE à part. Donc, j'ai quasiment que des enceintes en large bande. Donc, ça, ce que prévoit Dirac, c'est être bientôt mis en application par Storm Audio. Je pense que ça va s'appliquer déjà dans des salles bien équipées. Alors, peut-être que les petits systèmes, ça le fera un peu moins. Mais bon, pas tout avoir. S'il faut rajouter un petit caisson à l'arrière, un petit caisson aujourd'hui, ça coûte pas très cher. Ouais. Mais Alors, l'idée est grandiose. L'idée est grandiose. si je peux me permettre juste quand même un commentaire, certes, en effet, l'idée d'avoir une enceinte qui permet de descendre très bas, c'est vraiment si on veut, en gros, exploiter alors du grave profond. Mais pour autant, chaque enceinte, puisqu'elle peut agir jusqu'à 150 Hz, il y a vraiment toutes les enceintes qui sont à même de pouvoir contribuer on va dire, à l'amélioration de la réponse. C'est seulement si on cherche à vraiment descendre très très bas en fréquence, où là, il est nécessaire d'avoir soit une enceinte on va dire, de large, qui est capable, ou on s'associe avec des caissons graves. C'est bon pour toi, Jeff? Bah oui. Ok. Sébastien est toujours très très clair. Patrick? Alors, moi je découvre Dirac, donc je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça. Justement, c'est pour ça Oui, je sais que ton point de vue. c'est pour ça que j'étais là d'ailleurs. Faut que Et tu j'ai fasses trouvé. une muse un jour avec Dirac, c'est super bien. Ouais, mais bon, pour tu- le moment, on va attendre un petit peu. tu nous dis ton environnement qui est l'environnement, l'utilisation de la correction Odyssée, Oui, tout à fait. Odyssée logiciel, voilà. Ouais. Donc comment tu le perçois? Ben, je le perçois bien, mais après, il faut que j'aille consulter un banquier. La banquière est à côté de moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait d'accord. Non, mais un crédit pour la bonne cause, ça se négocie toujours très facilement. Ouais. Sur 20 ans. Sur 20 ans, ça fait pas beaucoup par an. Oui, bien sûr. C'est ça ou une nouvelle voiture. Une voiture, ça sert à rien, ça pollue. Au bout de 5 Ça ans, ne tu sert peux plus à rien l'acheter. les voitures, c'est vrai. Exactement. Nicolas? Déjà, merci Sébastien pour l'explication, c'était assez clair. Moi, j'ai eu la chance de tester le Storm MK2, déjà avec le module Dirac associé au bus control dans ma salle. C'était déjà excellent. Et c'est vrai que c'est très prometteur, ce module-là. C'est vraiment très prometteur. Et personnellement, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va plutôt rechercher l'impact dans une salle plutôt que de descendre très bas en grave. J'utilise des enceintes de JBL Pro, donc c'est vraiment pas fait pour faire du gros boomy. Et cette optimisation du rendu, j'avoue que je serais très curieux de l'écouter, quoi. Donc oui, pour moi, c'est une évolution qui est très intéressante et très curieux de découvrir. Dominique? Effectivement, je pense que c'est pas un gros pas en avant. Bon, après, il faut l'écouter parce que c'est toujours. Je sens une petite pointe là. Non, voilà, tu vois, on commence comme ça. Ouais. Est-ce que non, on fera ça off record. Non, mais je note qu'il faut qu'on aille à minuit. Moi, je pense il y a deux options. Je pense qu'il faut à la fois que vous nous rendiez visite. Ouais. Ça peut être bien, je pense, d'une part. On en a déjà parlé. C'est Voilà. quelque part dans les agendas, tu le sais. Ouais. On va pas rentrer là-dedans. Non. C'est beaucoup trop tôt. Après, il peut y avoir une autre démo possible à travers un produit qui peut recirculer dans vos salles. Voilà. Tu sais, Seb, je suis en train de passer en 10.5.6. Donc, Ah ouais. je suis pas très loin de votre configuration prévue pour Munich. Pas très loin. Moi, j'ai noté, Sébastien, que il y avait la partie bêta qui était dans le courant d'avril, si Oui. mes souvenirs sont exacts. Oui. Si, par exemple, tu nous prêtais, est-ce qu'on pourrait faire du bêta? Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, j'avais une question. Vas-y. Je n'ai pas fini sur mes remarques.
avant que Hugo tente de négocier, qu'on écoute le produit avant tout le monde. Comme je sais que vous avez un programme de mise à jour des anciens appareils et tout, il me semble que qu'on avait évoqué pour la première fois Dirac V4, qui n'est pas encore tout à fait de nom. Tu avais dit que ce serait potentiellement implanté, en moyennant un supplément de prix, bien entendu, dans les anciennes versions de vos produits. Donc, ma question, c'est est-ce que cette nouvelle version de Dirac Art, vous allez le mettre dans vos ISP MK1 ou MK2? MK2, je présume que oui, mais Alors, je croyais avoir été clair, mais je ne l'ai pas été apparemment. Alors, en fait, ce sera compatible avec tous nos ISP, y compris le MK1 de 2016. Ça, c'est Simplement, super, ces ça. produits-là, vous c'est- allez devoir acheter la Ça licence payant. auprès de Dirac. Ce sera payant. oui, enfin, 300 Voilà. € pour remettre un produit avec la c'est que dernière dalle. version de la correction Mais J'ai envie de dire 300 sur le balles, c'est que marché. dalle. voilà. Et- Non, là-dessus, la compatibilité, elle est tout à fait descendante, y compris sur les premiers produits vendus il y a maintenant bientôt 6 ans. Mais ça Ça, voulait dire c'est qu'ils étaient génial. Ça. déjà chargés en DSP. Les DSP étaient déjà assez sizés pour accepter la RT, quoi. Oui, on n'avait pas anticipé ART, mais on avait anticipé un grand nombre de possibilités. Donc, on a été assez large quand on a développé la plateforme à l'époque. Aujourd'hui, je ne te cache pas qu'on commence à toucher un peu le bout de ce que peut faire un MK3. Mais ce n'est pas grave, puisque nous, on continue à travailler pour le futur. Donc, on Un avance. MK3, vous êtes déjà à la limite? Alors, c'est pas, en fait, Ah. l'idée, à la limite, disons qu'en fait, on parlait du nombre d'enceintes support, etc. Après, ça dépend jusqu'où on veut aller exploiter les choses. Mais en termes de ressources de traitement, il faut retravailler pas mal l'optimisation du code, etc. Je dirais qu'il y a toujours de la marge. Après, c'est Mais de la marge. maintenant, nous, on continue à développer nos produits et à penser au futur. Il y aura d'autres choses qui vont arriver et qui vont permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Vous allez développer du support davantage FPGA que DSP ou rester sur du DSP, enfin fortement DSP? Non, on reste DSP. D'accord. FPGA, c'est... Alors, ça a des avantages, mais ça a aussi de gros inconvénients. Il n'y a pas que du positif, hein, c'est clair. Ouais. Jeff, tu précises pour le commun des mortels, FPGA et DSP. Bon, en fait, un FPGA, c'est plus ou moins ce qui sert à créer le prototype du DSP. Dans l'absolu, le FPGA reste programmable. Donc, si tu veux, c'est un petit processeur dans lequel tu mets ton code. On parle de processeurs, sachant que donc. Mais tous les DSP, normalement, sont issus au début d'un développement d'un FPGA. Plus ou moins. Bien. Plus ou moins. Et d'ailleurs, tu en as qui sont encore en réalité des FPGA, mais préprogrammés. Bien. Moi, ce qui me bluffe, Sébastien, dans toute cette présentation, il y a très très longtemps, Dirac avait présenté quelque chose qui s'appelait Unisson. Unisson, dont on a parlé lors des divers échanges qu'on a pu voir ensemble. Unisson, si mes souvenirs sont exacts, c'est quelque chose qui a été annoncé il y a une petite dizaine d'années. Il y a 10 ans, ouais. Ouais, une petite dizaine d'années. Et là, on y est. Précédemment, Unisson était quasiment exclusivement centré sur la reproduction, donc au niveau d'une voiture, qui est un environnement clos, qui est facilement contrôlable, y compris au niveau du traitement acoustique que l'on peut positionner de façon facilitée. Et là, on arrive à un produit qui rentre dans le domaine du grand public. Et ça, je trouve ça formidable. Ouais. D'autant plus avec ce que tu nous as présenté à ce niveau-là. Et qu'une marque française, en l'occurrence vous, Storm Audio, vous soyez leader dans la mise en œuvre, je trouve ça vraiment formidable. Bravo à vous.
Oui. On les remerciera pour leur travail. D'autant plus avec potentiellement ce qui a été montré, puisque si on regarde les diverses vidéos, interviews déjà du CES, donc aux États-Unis, à Las Vegas, et après à l'ISE à Barcelone récemment, enfin il y a une quinzaine, enfin il y a 3-4 semaines, 3 semaines. Les résultats, effectivement, sont particulièrement intéressants. Toutes les personnes qui ont vu ça, enfin, qui ont eu la possibilité d'entendre ce produit, ont été bluffées. De mon point de vue, ce produit, on parlait Odyssée avec Patrick tout à l'heure. Clairement, ce Dirac Art se positionne dans une réflexion et une évolution complètement différente. Toi qui l'as entendu, tu as parlé d'un son sec et de la possibilité même de pouvoir tweaker le son. Aujourd'hui, quand on veut tweaker le son, le truc standard, c'est de créer une courbe cible, le truc Harman avec des profils Harman. Là, on rentre dans quelque chose d'encore plus fin. C'est formidable. Ouais. Sachant que je suppose que les deux peuvent être utilisés en même temps. En fait, c'est-à-dire que ça ne travaille pas dans les mêmes domaines. D'un côté, on va corriger, on va dire, l'amplitude en fréquentiel. C'est pas la même chose que gérer dans le temps. On n'est pas sur la même problématique. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas la même chose. L'important, c'est justement, jusque-là, on ne faisait que la partie, on va dire, fréquentielle, amplitude, etc. Aujourd'hui, on est vraiment capable d'aller travailler dans ce qu'on qualifie de spatial, c'est réellement de comment ça se comporte dans le temps. Et c'est ça qui fait, au final, parce que la musique, c'est quand même, c'est vrai, la notion de temporel est plus que fondamentale. Si on peut illustrer le signal simplement. Si vous prenez un son, vous le jouez dans un certain sens, sur une certaine durée. Si vous le jouez à l'envers, vous allez avoir le même contenu fréquentiel. Mais quand vous l'écoutez, c'est pas vraiment la même chose. Bien sûr. Donc le temporel, il est plus que fondamental. Et c'est là-dessus, en fait, quand on vient jouer sur les deux, c'est-à-dire qu'on va corriger comment l'amplitude se comporte en fréquence, mais aussi comment le son se propage dans le temps. Là, on répond à la problématique de comment le son est perçu par l'oreille humaine. Et c'est pour ça qu'on a cette impression. Alors, je parlais de son sec. Je ne voudrais surtout pas me faire mal comprendre. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que la plupart des salles dans lesquelles on a un temps de réverbération qui est beaucoup trop long ou qui est mal géré, essentiellement, surtout dans les basses fréquences, là, on est au-delà de 0,5, voire presque une seconde. Là, on est vraiment sur du traînage. C'est très boomy, c'est très voilà. On va rendre le son beaucoup plus en améliorant le temps de réponse. Instantané. On va avoir c'est cette notion d'impact dont parlait Nicolas. C'est-à-dire qu'on va réellement faire en sorte que seulement le kick initial du grave va être entendu. Ce qui fait que s'il y a en effet d'autres éléments constitutifs de ce grave, par exemple, vous tapez sur la caisse claire, vous allez avoir d'autres éléments de la membrane qui vont s'entendre. C'est masqué jusque-là dans la reproduction actuelle parce que ça traîne trop. Là, vous allez pouvoir entendre ces sons, en fait. Et c'est là que c'est intéressant. C'est dans ce sens-là que c'est plus sec. Après, nous, des essais qu'on a faits, pour le moment, je dirais que le curseur où ils l'ont placé par rapport à l'optimisation automatique, ça reste tout à fait acceptable. On n'est pas dans un son qui est trop contrôlé. On reste dans un son quand même qui respire et qui se laisse un petit peu, qui reste assez chaud, quoi. Voilà. Moi, je suis persuadé, en fait, si tu veux, que ça introduit une autre esthétique d'écoute dans un contexte subjectif. C'est-à-dire que, quelque part, probablement qu'avec ce système-là, et justement,
qui devient très, très instantané, beaucoup plus instantané, sans traînage par rapport à tout ce qu'on a pu connaître aujourd'hui. Je pense, encore une fois, limité aux 150 Hz dont on parlait tout à l'heure, qui est la base pour le moment du système. Mais j'ai tendance à penser, et c'est pour ça que ce test, je suis désolé d'insister à nouveau, pourrait être d'autant plus intéressant. Mais bien sûr. Non, mais il est clair. Ouais. Parce que quelque part, en fait, si tu veux, ça permet encore une fois, une nouvelle esthétique, une nouvelle approche de l'écoute. On rentre dans quelque chose qui probablement a été rarement entendu avant. Pourquoi? Parce que si tu fais du traitement passif, par définition, tu impactes sur les autres fréquences latérales, etc. Alors que là, on a quelque chose qui devient homogène et qui est instantanément homogène partout dans la partie corrigée. Oui. Alors, je voudrais juste faire un petit point. Ouais. On peut quand même atteindre un résultat équivalent qu'avec du traitement passif. Simplement, pour atteindre le même résultat, il faut faire énormément d'études, beaucoup de dépenses, et avoir une salle conséquente pour pouvoir faire tenir tout ça pour atteindre le même résultat. En gros, on est plutôt dans cet état d'esprit-là, en fait. Et puis surtout, Oui. le paradoxe, plus une salle est petite et plus les problèmes d'acoustique sont grands, mais plus ta salle est petite et plus il est difficile d'y appliquer les traitements acoustiques, lourds et volumineux, parce que à un moment donné, tu n'as même plus la place de les placer. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on est à la limite de ce que peut faire, on va dire, le matériel. Donc c'est pour ça que du coup, le traitement actif devient très intéressant. Parce qu'en plus, aujourd'hui, là actuellement, le traitement, donc je l'indiquais, on va dire qu'il est à caractéristiques fixes, mais les évolutions de demain vont faire qu'on va pouvoir jouer justement sur différents paramètres. Et c'est là que ça devient très intéressant, en fait. Je pense que c'est vraiment une nouvelle ère dans laquelle on entre. Mais c'est aussi parce que la puissance de calcul devient abordable, parce que l'immersif l'apporte aussi, cette possibilité. Parce que ce qui rend, on va dire, très intéressant l'Active Room Treatment, c'est que pour faire le travail bien, c'est mieux qu'il ait le plus d'enceintes possible. Oui, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. Enfin. Exactement, ça tombe bien. Comme on est en immersif, non seulement on va pouvoir gérer avec la couche basse, mais on peut même se permettre de dire, bah oui, mais on gère le grave dans l'entièreté de la salle. C'est vrai qu'il y a des overheads qui sont aussi capables de descendre en dessous des 150 Hz, puisqu'il y a des produits très qualitatifs aujourd'hui qui sont mis en œuvre. Ouais. Mais c'est vrai, c'est assez prodigieux. La plupart des salles home cinéma dans lesquelles, on va dire, Storm Audio est utilisé, toute enceinte descend à minima jusqu'à 80 Hz. Il y a assez peu d'enceintes qui ne descendent pas jusqu'à 80 Hz. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quasiment dans toutes les salles home cinéma, le bass management fait qu'aujourd'hui, on utilise les enceintes à minima jusqu'à 80 Hz. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, on peut arriver au même résultat, sauf que ce que tu as ajouté derrière, après une grosse étude, donc beaucoup d'argent investi, et encore faut-il que la pièce s'y prête. C'est-à-dire que même une énorme étude dans une petite pièce ça sert à rien. Ne donnera pas le même résultat. Exactement. Et tu soulèves un autre point, qui est qu'en fait, nous, ce qu'on voit sur notre segment de marché, c'est que certes, la majorité, ça reste des salles dédiées, mais on a de plus en plus de salles qu'on va appeler multi-utilisation. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un salon qui est ouvert, où il y a un environnement multicanal, mais derrière, vous avez un bar, à droite, vous avez une salle à manger. Donc en fait, la salle, elle est absolument pas traitable. C'est très simple. Vous pouvez rien mettre. C'est impossible. Vous avez même pire, parfois, vous avez une jolie baie vitrée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas mettre de traitement. Alors, il y a des petites astuces, mais ce n'est pas du vrai traitement. Voilà, mais c'est compliqué. Donc là, ça permet d'être encore plus flexible.
Maintenant, encore une fois, il y a quand même des règles de base qu'il va falloir respecter parce que ça reste un système qui fonctionne très bien, mais il ne faut pas venir avec du désastreux dès le départ parce que voilà, on peut rendre quelque chose beau, mais il ne faut pas que ce soit trop moche au départ quand même. Maquillage ne fait pas tout. Ah non, Ah, oui, il y a c'est Rita Hayworth qui disait, bon bref, allez, on va rester dans le domaine de l'audio. Je vous propose un tour de table avant de clore, parce que mine de rien, ça va faire quasiment une 2 heures. petite heure, enfin non, D'une non, heure et non. demie, un peu plus. Voilà, 1 heure et demie. une heure, un tout petit peu plus d'1 heure et demie. Oui, mais Et puis quelle est 1 bien, heure et demie en compagnie de Sébastien, de Storm absolument. Audio? On a Et, l'impression qu'on a commencé à 5 minutes. et un podcast particulièrement intéressant et encore une fois, Riche en news. ouais, merci beaucoup Sébastien. Moi, je vous en Bon, prie. déjà, allez, on fait un tour de table à nouveau. Patrick, Ben, merci. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était très intéressant. Voilà, ça fait envie. Ouais. Voilà. Jeff, Bah, je le rappelle, bientôt je passe en 10.5.5. Il y a peut-être un 6 qui va se balader quelque part, donc Ouais. je suis plus ou moins prêt, quoi. Nous aussi, on est prêts. Hein. On en a plein le stock. euh, Dominique, Il me tarde d'écouter. Honnêtement, pour voir. Enfin, c'est surtout que j'ai vu récemment l'effet que pouvait avoir Dirac sur, on va dire, des caissons moyens qui étaient sacrément boostés par rapport à d'autres modèles qui étaient meilleurs. Là, au final, ça veut dire qu'on va pouvoir booster du grave avec vraiment n'importe quoi. Donc, j'attends de voir si même avec un système, on va dire, moyen et sans des super subs, on va se retrouver avec des basses vraiment améliorées à ce point. Ce serait vraiment révolutionnaire. On est obligé de sortir des Alors, caissons ouais. à 5 000 € pièce. Non, par contre, je vais quand même faire, je vais rebondir quand même sur ce que tu dis. Le art, c'est l'amélioration de la reproduction sonore, c'est-à-dire de l'enceinte dans la pièce. Si ton enceinte ou ton caisson est mal conçu, je sais pas, admettons que ce soit un caisson qui talonne ou qui fait un grave extrêmement centré sur une... Enfin bref, il faut quand même avoir un système qui qualitativement soit à la base pas trop handicapé. Maintenant, tu pourras faire quelque chose de très bien, mais enfin, voilà, il n'y a pas de miracle. tu ne feras pas sonner une boîte à chaussures. Non. Même tu auras beau mettre ce que tu veux comme traitement, ça ne marchera pas. Par contre, la plupart, je dirais, d'enceintes bien conçues, de caissons qui sont vendus aujourd'hui, on va dire qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de faire des bons produits assez simplement. Oui, je ne suis vraiment pas inquiet. Tu arriveras à faire quelque chose de très bien dans beaucoup de conditions. Surtout l'amélioration, je trouve, qui est vraiment à moindre coût, plutôt que Oui, d'investir non, dans du clairement, par contre, ça matériel. améliorera quand même. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, hein, il y a du matériel très performant, notamment dans les caissons de basse, ou même des enceintes et qui sont en somme assez abordables. Hugo pourrait en témoigner d'un récent investissement d'enceinte sur des systèmes actifs qui, a priori, sont assez prodigieux et qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Donc, quelque Ouais, part, aujourd'hui, enfin, on a cette chance. bien sûr. Enfin, on parle dans ce dont parle Jeff, donc ce sont des moniteurs professionnels de la marque californienne Kali Audio. Et donc, ce sont des moniteurs 3 voix coaxiaux, un petit peu à l'image de ce que font des Genelec One. Sauf que le rapport entre les deux, c'est une Genelec égale 10 Kali Audio IN8. Ah oui, Donc, quand même. oui, oui. On est à peu de choses près, D'accord. suivant la Genelec dont on parle. Et on parle bien de la One. Bref, Nicolas.
Déjà, tout d'abord, merci à Sébastien pour la présentation qui était très claire. Moi aussi, il me tarde d'écouter parce que, on va dire par curiosité scientifique et puis de passionné. Et ça, c'est parce que je pense que c'est vraiment une approche traitement du son qui est un peu, on pourrait presque qualifier de révolutionnaire. Donc, vraiment hâte de voir ce que ça va donner à l'écoute. J'avais sinon une dernière question. On avait abordé le sujet de l'HDMI 2.1. La mise à jour donc, qui arriverait courant de l'été, normalement, de ce que tu avais laissé entendre, ça concernera aussi tous les produits de la marque? Oui, oui. Alors, D'accord. c'est une mise à jour qui est payante, hein, bien sûr, mais le coût est le même que celui qu'on faisait pour le HDMI 2.0 à l'époque. Et ce sera compatible avec tout ISP jusqu'au MK1. D'accord. En Il l'occurrence, s'agirait de toutes les entrées et toutes les sorties? On reste sur 7 entrées de sortie, oui. D'accord, ok. et en l'occurrence, le prix est combien, Sébastien? Le problème, c'est que je ne le connais pas par cœur. C'est pas grave. Des Non, mais prévisionnels. c'est moins de 1 000 €, quoi. Non, mais Ah bon? c'est Bon, c'est pas non, cher. mais ce que l'on fera, c'est je mettrai le prix dans l'incrustation et tu nous le communiqueras et comme De ça. toute façon, oui, pour l'HDMI 2.1, parce qu'on aura certainement l'occasion de faire un autre podcast dans les mois qui viennent pour d'autres choses. Et je parlerai de l'HDMI 2.1 à ce moment-là. Et je vous mettrai à jour sur le prix. Si D'accord. tu annonces moins de 1 000 €, Oui, pour moi, on est dans c'est ces très eaux-là. correct, quoi. Parce que là, c'est vrai que la communauté parce que la HDMI 2.1, c'est la 8K, mais je pense qu'il y a quand même une communauté de gamers parmi les passionnés de home cinéma, dont certains sont même présents ici, je pense. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, quoi. D'accord. Aujourd'hui, l'application 8K, en dehors du gaming, pour ceux qui ont des très très gros PC, en fait, il n'y a rien. Non, Donc, c'est sûr. on en revient toujours à la même chose. C'est pas une chimère, hein, ça viendra, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'HDMI 2.1 concerne exclusivement et essentiellement le gamer. Ok. Donc, pour ce qui me concerne, déjà, merci beaucoup, Sébastien. Donc, à nouveau, merci. Euh, pour moi, ce dire à carte, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est rendre publiquement accessible quelque chose qui était annoncé comme comme quelque chose de sortant totalement de l'ordinaire, comme révolutionnaire, effectivement, à savoir le direct unisson. Et là, enfin, ça arrive et apparemment, c'est fonctionnel. Et je trouve ça incroyable qu'une boîte comme Dirac puisse proposer ça à 300 €, 299 $. C'est quand même incroyable. On vit aujourd'hui, pardon, on vit aujourd'hui à une époque, et tu le disais, Sébastien, où comment dire, la capacité de processing est incroyable et on arrive à faire des choses qui étaient totalement du domaine du rêve. Donc il y a juste quelques années de ça. Et moi, je suis vraiment bluffé. Et quand on lit les commentaires, quand on écoute les commentaires des gens qui ont eu le privilège et la possibilité d'entendre ce dire à carte, voilà. Et que l'association des membres HCFR puisse aussi accéder à la possibilité de pouvoir écouter ce produit en primeur. Voilà, je fais la demande Voilà. officiellement. Officiellement. OK. Et on va régler les choses au fricorne. Tout à fait. 10.5.5. Euh, Ouais, j'ai 10.5.5. D'accord. Bon, il faut eh plus bien, que après, on verra qui on tirera ça au sort. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant parce qu'il va bientôt être l'heure qu'il est. Il est un petit peu tard, donc je propose donc, vas-y à toi le mot de la fin, Sébastien.
Ok, bah écoutez, non, merci. Moi, j'ai rien à ajouter. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bah, on aura d'autres occasions dans l'année. Et ça commencera en effet par cette session de bêta-test du Art. Voilà. Je suppose qu'au PAVS, il est prévu que vous ayez quelque chose en actif par opposition. Si tu peux nous en parler. On n'a pas encore finalisé tout ça, mais il y a plein d'autres choses avant. Eh ben, écoute, ah oui, alors là, tu nous mets l'eau à la bouche. Merci bien. On va te prendre en otage, Sébastien, on va te tirer les verres du nez. C'est ça. Exactement. Bien, messieurs, je vous propose qu'on arrête là. Encore une fois, Sébastien, merci infiniment. C'était un podcast vraiment particulièrement intéressant. Et je vous dis au revoir et à bientôt donc, pour un autre podcast de l'association HCFR. Merci et au revoir. A stranger to excuses, burned me once.